Salut les gens, j'espère que vous allez bien. Cette vidéo est une lecture d'articles et elle ne contient que de l'audio et quelques images fixes. Elle est avant tout faite pour être écoutée, bien qu'elle contienne des sous-titres français et anglais malgré tout, et elle porte sur la série sud-coréenne My Girl diffusée en 2005 et durant 16 épisodes d'environ 1 heure. La série est légalement trouvable sur YouTube, mais malheureusement pas avec des sous-titres. Au casting principal, on y trouve Lee Da-hye, Lee Dong-wook, Lee Jong-ki et Park Ji-yeon, et la série est écrite par Lee Seo-hong, dont je reparlerai un petit peu plus tard. Dedans, un riche héritier d'entreprise engage une menteuse douée ayant besoin d'argent pour se faire passer pour sa cousine, histoire d'éviter à son grand-père de mourir avec des regrets. Mais, contre toute attente, le grand-père ne meurt pas et commence à se remettre, forçant les deux menteurs à maintenir l'illusion. Et lorsque des sentiments commencent à naître entre eux, la situation ne fait que se compliquer. J'ai très souvent des attaques de nostalgie, j'ai sans arrêt envie de revoir d'anciens favoris, de me réfugier dans leur confort rassurant. En plus, revoir My Girl, c'était l'occasion de réécrire mon article sur la série, qui était très bref et pas très élaboré, mais spoiler, finalement celui-ci va beaucoup y ressembler si j'en crois le plan que j'ai fait. Mais surtout, la raison pour laquelle je me suis replongée dans la série est qu'après Strangers from Hell et Life, j'avais envie de plus de Lee Dong-wook. Lee Dong-wook plus nostalgie, plus mon envie de réécrire mes vieux articles, plus le fait aussi que j'avais envie de quelque chose de léger pour contraster avec Dark Hole et Just Between Lovers, égale My Girl. Et j'entrerai pas dans le détail de ce que j'attendais de ce revisionnage, mais j'avais un minimum d'inquiétude parce que dans ma tête, c'est vraiment le genre de drama qui aurait facilement pu mal vieillir. La comédie vieillit plus vite et souvent moins bien que d'autres genres, et l'expérience m'a montré que beaucoup des romances que j'appréciais il y a 10 ans ne marchent plus autant pour moi. Donc j'avais un peu peur, mais à ma grande surprise, le drama a très bien fonctionné pour moi. Bon, il y a un passage un peu longuet et un peu lourd dans le dernier tiers, comme c'est la tradition, mais je l'avais déjà trouvé longuet lors de mon premier visionnage, donc je m'y attendais. Et à côté de ça, j'ai eu la bonne surprise de constater que la série m'embarquait toujours, et que si j'avais décidé de regarder un seul épisode par jour, j'ai finalement avalé le début bien plus rapidement que ça, avant de traîner un peu sur les épisodes 12, 13 et 14 quand même. Laissez-moi néanmoins commencer cet article, ou cette vidéo, par un avertissement. Partie 1. Un avertissement. De façon générale, je ne revendique aucune objectivité. L'idée est toujours de vous partager mes sentiments et ma perception des choses, et je suis extrêmement biaisée de tas de façons différentes. Ceci étant dit, il y a des fois où je suis particulièrement biaisée. Par exemple, quand Jung Eun-suk est au casting de quelque chose, je sais que tout de suite, le peu d'objectivité que j'ai va s'en prendre un coup dans la gueule, et je sais aussi, pour un autre exemple, que mon enthousiasme pour l'horreur en général fait que je vais être bien plus indulgente et positive avec toute œuvre qui donne dans ce genre-là. Et je sais également qu'avec certaines choses, j'ai du mal à enlever mes lunettes de nostalgie. Il y a des séries et des films que j'ai vus et aimés il y a longtemps et dont je me souviens un peu mais qui ne me rendent pas particulièrement nostalgique. Juste, j'y repense et je me dis « Ah oui, c'est vrai, c'était sympa ça, voire des fois « Ah tiens, je le reverrai bien ». Mais My Girl ne fait pas partie de cela. My Girl, c'est le festival de la nostalgie pour moi. Même si ça n'a pas été mon premier drama coréen, cet honneur étant revenu à Full House, ça a été un des premiers. La même année, en 2008, j'ai regardé Time Between Dog and Wolf et Il Jime, et Lee Jong-ki a été mon premier crush coréen avec Rain. J'avais beaucoup aimé la série, j'avais passé un excellent moment devant. J'attache aussi de très bons souvenirs à ce drama parce que je l'ai plus tard revu avec une amie que j'avais déjà convertie au drama japonais via Hana Yoridango, et que j'essayais de convertir au drama sud-coréen et ça a marché. Et ça a donné une soirée vraiment fun, même si c'est une amie que je ne vois plus, je garde donc un très bon souvenir de ces moments avec elle et avec My Girl. Enfin, la série est attachée aussi à une autre époque, simplement parce qu'elle est forcément un peu datée. Elle fait old school, et je dis pas que les choses étaient mieux avant à Dramaland, parce que je ne pense pas que c'était le cas, mais regarder My Girl me transporte vers une autre époque de ma vie qui, à certains égards, était effectivement plus simple à ce moment-là. Je ne dirais pas que je la regrette réellement, parce que ce serait regretter mon ignorance, parce que en fait le monde n'était pas forcément meilleur, j'avais juste moins conscience des problèmes, mais je repense quand même avec un peu de nostalgie à l'époque où je n'étais pas angoissée en permanence et ne m'imaginais pas à l'article de la mort tous les 4 matins. Bref, tout ça pour dire que je suis extrêmement biaisée. Dans le cas de My Girl, même si je n'avais pas vu la série depuis longtemps, il s'est avéré impossible de l'envisager comme juste une série en la détachant de mes premières expériences avec. Des tas de choses qui paraîtront probablement datées à ceux n'ayant pas connu cette époque entre guillemets parce que c'était pas non plus il y a un siècle. Moi, ces choses-là ne font que m'attendrir. Mais ce n'est pas juste ça. Par exemple, lorsqu'on voit pour la première fois le grand-père de Gong-chan, j'ai ressenti une antipathie instinctive et immédiate à son égard. Pourtant, à ce stade, il n'avait rien fait, et je ne me souvenais même pas de ce qu'il ferait plus tard, même si je me doutais, parce qu'on ne peut pas dire que My Girl réserve beaucoup de surprises pour un public ayant vu quelques K-dramas rom-comesques classiques, mais il devait me rester un résidu d'agacement.
Vous êtes donc prévenu que je suis une juge entre guillemets encore moins fiable que d'habitude, une juge qui a kiffé de regarder cette série et a apprécié le retour en arrière, pas juste un retour en arrière général, mais aussi dans la dramagraphie des sœurs Hong, les deux scénaristes. Seconde partie, les sœurs Hong. Les sœurs Hong, ce sont Hong Jung-eun et Hong Mi-lan, pardon pour la prononciation, et vous avez clairement déjà entendu parler de certains de leurs dramas, à moins évidemment que vous soyez tout nouveau à Dramaland, auquel cas, yay, bienvenue, j'espère que vous allez vous y plaire. Mais donc les sœurs Hong bossent dans l'industrie depuis 16 ans, et si après plusieurs gros succès leur carrière a connu un petit creux, elles sont revenues en force depuis, leur dernier drama en date étant Hotel del Luna. À l'époque où j'ai commencé les dramas, elles étaient deux des scénaristes les plus populaires de Dramaland et ce sont les premières autrices dont j'ai appris le nom et dont j'ai appris à reconnaître le style. Et j'ai vu tous leurs dramas aussi, à l'exception de Warm and Cozy que j'ai juste commencé mais que je n'ai pas terminé. Ce qu'on attend d'un drama des sœurs Hong a un peu changé à présent, elles ont évolué avec le temps, c'est normal. Je pense que maintenant elles sont beaucoup plus associées aux rom-com fantastiques qui à présent tendent aussi peut-être plus vers le rom que vers le com, comparé à leur début, donc plus vers la romance que vers la comédie. Mais donc oui, plus vers les rom-com fantastiques, quelque chose qu'elles ont, alors j'ai pas envie de dire créé, parce que je suis pas assez pointue pour savoir s'il existait déjà des exemples avant ça au petit écran sud-coréen, mais si elles n'ont pas créé le genre avec My Girlfriend is a Gumiho, le gros succès de ce drama a pas mal changé la donne quand même. Je dis pas qu'on doit Goblin, Along and the Magistrate et Do At Your Service aux sœurs Hong parce que ce serait simplifier les choses et ignorer des tas d'autres influences, mais les sœurs Hong étaient pionnières à Dramaland, ont influencé l'industrie et je pense qu'à présent on les associe beaucoup à ce qui a commencé avec My Girlfriend is a Gumiho et s'est continué après avec Master's Son, Hwayugi, Hotel del Luna et Big je suppose, mais celui-là n'a pas marché et il est moins radicalement fantastique même s'il l'est quand même aussi. Après My Girlfriend is a Gumiho, elles ont bien fait deux dramas sans fantastique, mais autant Best Love a bien marché, autant qui se souvient de Warm and Cozy, ok bon 2-3 personnes sans doute, hein, mais le drama n'a clairement pas autant marqué les esprits. Mais avant cela, elle faisait du non fantastique, du non surnaturel, quelque chose qui a pris fin après que Hong Kil-dong n'ait pas aussi bien marché qu'espéré, et que You're Beautiful ait fait des taux d'audience encore plus bas, ce qui paraît incroyable puisque ce drama est devenu culte et a eu, en dehors des taux d'audience, un succès entraînant plusieurs remakes. Et puis donc il y a eu la révolution My Girlfriend is a Gumiho. Malgré tout, même si elles ont évolué avec le temps, il y a certaines choses qu'on trouve toujours dans leurs dramas. Les sœurs Hong aiment 1. Les jeux de mots, 2. Les couples secondaires, il y en a toujours au moins un. Dans My Girl, il y en a même 2. La tante de Gong-chan est l'amie du grand-père d'un côté, et on suit également le béguin instantané du meilleur ami de Yulin sur la secrétaire de Gong-chan. Faut dire qu'elle est magnifique, hein, donc on peut pas lui en vouloir. Le premier couple m'a fait beaucoup sourire, et le second ne vient que par petites touches et n'évolue pas très loin, mais ils sont absolument adorables et j'adore la façon dont le meilleur ami s'y prend. 3. Les références à d'autres œuvres pop culturelles. Dans My Girl, entre autres choses, on a droit à des scènes où l'héroïne s'imagine dans X-Files ou James Bond, on entend la musique des parapluies de Cherbourg sur les scènes de romance comiquement mélo du couple plus âgé de la série, et on entend aussi un morceau de la bande originale du dessin animé Anastasia lorsque deux personnages discutent de l'histoire d'Anastasia, le rapport avec la situation de Ju Yulin étant évident. 4. Les métaphores, les symboles et les objets importants. Objets importants, ça paraît un peu flou, mais en gros, je parle d'objets qui sont importants pour l'OTP, donc pour le couple central, et deviennent presque une mascotte du drama. Par exemple, You're Beautiful avait la peluche de lapin avec un nez de cochon, Hwayugi avait la peluche de singe qu'Ogong donne à l'héroïne, My Girlfriend is a Gumiho avait la peluche de cuisse de poulet que le héros offre à Miho, Master Sons avait le collier de l'héroïne et une peluche. Ok, donc les sœurs Hong aiment les peluches en gros. Et de My Girl, on retiendra sans doute surtout les boules à neige que Gong-chan offre à Yulin et les toiles qu'elle décroche d'un sapin pour lui. Mais pas de panique, il y a aussi une peluche, elle est juste un peu moins importante, néanmoins il y a une peluche, donc ouf, tout va bien. 5. Les héroïnes un peu originales et souvent à fort caractère. Alors, pas toujours. Par exemple, l'héroïne de You're Beautiful est moins assurée, et je suppose qu'on pourrait aussi dire cela de celle de The Master's Son, mais je ne suis pas sûre que ce soit si vrai parce qu'elle est fatiguée et Gong Hyojin la joue avec douceur, mais le personnage a quand même pas mal de culot. Donc oui, pas toujours, mais l'héroïne de Sassy Girl Chon Hyung est une grande gueule, comme le laisse entendre le titre. Celle de Fantasy Couple est une vraie diva. Les héroïnes de My Girl et Hong Kil-dong sont des débrouillardes avec plus d'un tour dans leur sac et elles n'ont pas la langue dans leur poche. Celle de My Girlfriend is a Gumiho est complètement désinhibée et surpuissante. Celle d'Hotel del Luna est également surpuissante et une vraie boss. Et celle de Hwayugi est entourée d'originaux, mais aux yeux de son entourage humain,
elle est également une originale et même une héroïne pour certains. Et pour celles que je n'ai pas citées, donc celles de Big et Warm and Cozy, c'est juste que je ne me souviens pas assez de ces dramas, que je n'ai pas aimés et donc que je n'ai jamais revus ou terminés. Bien sûr, aucune de ces choses ne sont uniques aux sœurs Hong. Il y a des peluches, des couples secondaires et des héroïnes à fort caractère dans des tas d'autres dramas, mais ce sont simplement des éléments récurrents des dramas des sœurs Hong et ils participent beaucoup à ce que quand on regarde un de leurs dramas, on s'en rende compte même à présent. Un truc qui a un peu changé en revanche, c'est leur gestion des tons. Les dramas des sœurs Hong avaient tendance à avoir, pour schématiser, une moitié comique et une moitié plus dramatique, et même s'il y avait un peu de drame dans la première et un peu de comique dans la seconde, les deux moitiés restaient malgré tout assez distinctes. Notez, elles n'étaient encore une fois pas les seules à faire cela, mais on pouvait toujours en gros déterminer à peu près quand le drama avait basculé. Et je ne sais pas si c'est juste une impression, mais j'ai le sentiment que c'est un peu moins vrai dans leurs dramas plus récents où, même si le ton tend à se faire plus sérieux et plus intense au fil des épisodes, la rupture me semble moins nette. Personnellement, du reste, c'est une évolution que j'apprécie et j'aime mieux l'équilibre de leur production récente que ce que fait My Girl, à savoir une première partie très légère et une seconde où tout le monde est triste et tout ralenti. Bien sûr, encore une fois, je schématise, mais je pense que quiconque a vu My Girl aura ressenti le basculement d'ambiance. Troisième partie, comédie, romance et retour en arrière. Dans mon ancien article, je notais avec étonnement ne trouver aucune trace de shipping. Moi qui suis une machine à shipper, je trouvais cela chelou. À la place, dans l'article, je ne parlais que brièvement, parce que j'étais brève à l'époque, donc vous pouvez vous sentir nostalgique de ça, vous, si vous voulez. Je ne parlais que de la comédie. Alors je me suis demandé si c'était parce que j'avais changé, mais honnêtement, j'étais tout autant affamée de romance à l'époque que maintenant. J'étais peut-être même encore plus activement à fond dans le shipping, parce qu'alors j'écrivais et lisais encore des fanfictions sur mes ships favoris, donc on ne peut pas mettre cela uniquement sur le compte de mon évolution. Non, en vérité, c'est aussi que tout simplement le drama lui-même met pas mal l'accent sur la comédie, du moins dans sa première partie. Bien sûr, la romance est présente, et elle évolue lentement, mais sûrement. Les personnages se rapprochent, se prennent la main, s'embrassent, et ça reste sage, mais pour celles et ceux qui ont du mal avec les bisous où les personnages semblent avoir peur de bouger les lèvres, My Girl n'est pas de cela. Il passe par plusieurs étapes attendues, avec sur le chemin plusieurs clichés, genre le baiser accidentel, le je dois te porter sur mon dos, ou le arg on est à 2 mètres l'un de l'autre mais on se croise sans se voir. Des clichés qu'il était déjà un peu à l'époque, mais qu'il le semble sans doute encore un peu plus à présent qu'on a passé des années à s'en moquer gentiment. Au moins il n'y a pas d'amnésie, je vous rassure, à vrai dire ce cliché-là qui est un peu dépassé, encore plus dépassé à présent, est même moqué dans My Girl. Mais pour revenir à ce que je disais, l'évolution de leurs sentiments a beau être le fil directeur de la série, on ne peut pas dire qu'on soit vraiment dans la débauche. J'ai du mal à expliquer, mais en gros oui, dans cette rom-com, la com, donc la comédie, me semble être plus appuyée que la rom, donc la romance, niveau ton. Pour moi, ça n'a pas toujours marché. Le fait est que l'humour de My Girl, qui me faisait beaucoup rire il y a quelques années, me fait parfois moins rire à présent. Je le trouve un peu juvénile, je crois bien, et je dois admettre que je n'aurais pas dit non à plus de romance dans ma comédie, mais il y a quand même aussi des passages qui continuent de me faire sourire heureusement, et je me suis pas mal amusée. Toute cette comédie fait du drama un visionnage très léger et facile, du moins dans sa première partie, puisque comme je le disais, la seconde ralentit un peu. Les épisodes 12 à 14 en particulier m'ont semblé assez longs, d'autant que, honnêtement, j'avais du mal à prendre complètement au sérieux ce qui torturait les personnages. Le drame ne prenait pas vraiment, et donc, même si je compatissais un peu, je n'étais pas non plus torturée avec eux, et ça devenait longuet de les voir se morfondre. Mais au début et dans l'ensemble, My Girl reste un visionnage léger et un visionnage du genre détente qui ne demande pas, et ce n'est pas une critique, de gros efforts intellectuels de la part du spectateur. C'était parfait pour mon humeur et pour me permettre de respirer. Le réalisateur, Jung Ki-sung, avait déjà bossé sur Sassy Girl Chun Hyung, donc le précédent drama et le premier succès des sœurs Hong, et il a bossé après sur Witch You Hee, puis Boys Over Flower et To the Beautiful You, et après il a arrêté parce qu'une fois que tu as refait Hana Yoridango et Hanakimi, qu'est-ce que tu veux faire de plus? Avant Sassy Girl Chun Hyung, le réalisateur n'avait pas réalisé de rom-com a priori, mais après cela, il n'a plus fait que ça, et même si le drama n'est pas aussi joli et léché que le seraient les prochains projets de ce réalisateur, My Girl est coloré et énergique, donc pile ce qui convient à son genre et au personnage de Ju Yulin. On sent néanmoins que le drama date un peu, oui bien sûr, pour plusieurs raisons, dont le fait que la série fait moins prestige que nos dramas contemporains. Il y a moins de plans impressionnants. Alors, ça ne signifie pas qu'il n'y en a pas de mémorables. Par exemple, le plan de Yulin nageant dans les billets, ou même celui du bonhomme de neige sur le banc, sans compter les personnages qui se rapprochent régulièrement très près de la caméra pour un effet comique. Néanmoins, le drama n'a simplement pas l'ampleur que semblent prendre la plupart des dramas actuels. Les décors font moins riches, les plans époustouflent moins, du moins pour quelqu'un comme moi qui ne suis pas calé en réalisation. Une autre chose qui date le drama est bien entendu sa bande-son qui renvoie aussi pas mal en arrière et est carrément surutilisée aussi,
Mettons qu'à la fin, vous allez galérer à vous sortir certains airs de la tête. Mais autant certains m'ont lassé, autant mon degré d'enthousiasme pour d'autres n'a jamais baissé. C'est là aussi, je suppose, que ma nostalgie a dû un peu jouer, parce que j'étais tout le temps contente de réentendre mes morceaux favoris. Mais il y a aussi une question d'affinité et de contexte. Les morceaux dont je me suis lassée rapidement sont essentiellement les ballades et tout ce qui correspondait aux scènes d'apitoiement sur soi. En revanche, Happy Happy et Never Say Goodbye, nos deux morceaux intervenant généralement lors des scènes les plus légères, j'aurais pu les écouter 2 fois de plus par épisode, il n'y avait pas de problème. Mais on ne peut pas nier que les chansons reviennent beaucoup, et j'imagine assez bien que cela pourrait saouler certaines personnes qui y accrocheraient moins que moi. Pour revenir au visuel, néanmoins, la série a une ambiance très Noël. Ça se passe en hiver, il y a de la neige, des sapins, des étoiles, des cadeaux, tout ça. Et je trouve que ça joue en faveur de la série. Alors je ne suis pas croyante et je ne stan pas spécialement Noël non plus, je sais que cette phrase n'a pas de sens, mais j'ai décidé de la dire quand même. Mais j'ai l'esprit matrixé par les films, les séries, les chansons, et donc j'admets que Noël et l'imagerie de Noël ont quelque chose de magique dans ma tête, d'autant que l'imagerie de Noël contient un traîneau qui vole, un type qui fait le tour du monde en une nuit et des elfes, ce qui relève carrément du conte. Du coup, quand une fiction utilise le cadre de Noël, je crois qu'instinctivement je suspends mon incrédulité plus facilement. Je dis pas que c'est rationnel, mais c'est comme ça, et quelque part cette histoire de jeune femme pauvre qui rencontre le prince charmant et riche, charmant et riche, c'est important qu'il soit riche. Donc cette histoire de jeune femme pauvre qui rencontre le prince charmant dans un scénario improbable, c'est un genre de conte finalement. Et par ailleurs, il y a aussi une vibe un peu rétro forcément. Certains effets font dater, j'adore les whoosh qui annoncent certains flashbacks. Les habits ne sont clairement pas à la mode actuelle et je me suis beaucoup amusée des cheveux de Lee Dong-wook et encore plus Lee Jung-ki. La technologie bien sûr n'est plus la même non plus et j'ai eu un petit moment de rire intérieur en particulier en voyant les personnages tout émerveillés de découvrir un de ces petits aspirateurs ronds qui bossent tout seuls. J'appelle ça des Roomba mais c'est un nom de marque en vrai, c'est pas le nom de l'appareil. C'est très clair en regardant le drama qui ne se déroule pas en 2021 et n'a pas été réalisé en 2021 non plus pour résumer. Et perso, ça me dérange pas, ça a même tendance à m'être sympathique. Et puis, au moins, je n'ai pas trouvé le drama puant. J'ai été pleinement préparée à ce que la série me serve une bonne dose de toxicité que j'aurais oubliée ou pas repérée à l'époque, mais elle est jamais réellement arrivée. Je dis pas que j'ai pas roulé des yeux 1 ou 2 fois lorsque quelqu'un chope un poignet ou fait une remarque sur une tenue, mais il n'y a quasiment rien dans ce drama que je n'imaginerais pas dans un drama actuel, et on est loin de la grimace constante que j'avais au visage en essayant de revoir Full House. Finalement, ce qui paraît le plus passé niveau écriture, c'est le quatuor central. 4e partie, le quatuor central, Sehun et Jongwoo, c'est-à-dire pas l'OTP. J'ai le sentiment, et je me trompe peut-être, parce que justement c'est un sentiment et pas tant une étude que j'ai menée, j'ai le sentiment que les quatuors amoureux, s'ils existent encore ici et là, ne sont plus autant à la mode. On a des romances avec 4 personnages principaux, mais là je parle vraiment de la configuration OTP plus un personnage masculin amoureux de l'héroïne plus un personnage féminin amoureuse du héros. Le genre qu'on trouvait dans Full House, Gong, The Snow Queen, Autumn Tale, dans mon souvenir flou, ou encore Sassy Girl Chun-hyung et même Hong Il-dong pour revenir dans les sœurs Hong. Je ne dis pas que c'était le seul schéma possible à l'époque, mais c'était une configuration populaire et j'ai l'impression qu'à présent on a plus souvent des OTP sans rivaux amoureux sur le côté, ou bien plus de trios avec plus souvent 2 personnages masculins se disputant l'héroïne que 2 personnages féminins se disputant le héros. Et quand il y a une rivale amoureuse à l'héroïne, il me semble qu'elle est souvent plus rachetée et plus vite. Encore une fois, ce sont des impressions, mais j'ai le sentiment que le personnage de la rivale amoureuse acharnée qui n'a qu'une idée fixe à l'esprit est un personnage qu'on voit de moins en moins, ce qui me convient très bien personnellement. Elle ne me manque pas, parce que autant vous dire que dans ce drama, elle m'a bien saoulée. J'espérais pourtant apprécier plus Sehun cette fois-ci. Déjà parce que j'ai à présent beaucoup plus d'affection pour Park Ji-yeon, mais aussi parce qu'on va pas se mentir, j'avais intériorisé pas mal de misogynie quand j'étais plus jeune, et ça me rendait bien plus dur avec les personnages féminins que masculins, donc j'espérais avoir été influencée par ça à l'époque et découvrir un personnage plus nuancé que dans mon souvenir. Clairement, ça n'est pas arrivé. Pour commencer par là, l'interprétation de Park Ji-yeon est effectivement très limitée. Elle utilise la même expression encore et je me suis rapidement lassée. À sa décharge, cela dit, le personnage lui-même est hyper limité. On ne sait quasiment rien d'elle, sinon qu'elle joue au tennis, qu'elle a une manager, et voilà, c'est tout. Non, pardon, on sait aussi qu'elle a abandonné Gongshan au pire des moments. J'ai rien contre les femmes qui choisissent leur carrière plutôt que l'amour, clairement, mais il faut voir la situation quand même. Les parents de Gongshan venaient de mourir, son grand-père s'était effondré d'un coup, la compagnie que Gongshan était forcé de reprendre du coup était dans la merde, et Sehun a décidé de rompre à ce moment-là.
Mais on n'a aucune indication que leur relation se passait mal, non, parce que si ça s'était mal passé, ça aurait été autre chose. Et Seihyun aimait Gongshan, donc elle aurait pu lui dire « Ok, je m'en vais, mais je reviens », et elle revient, en effet. Mais non. Et il y a un moment donné, c'est chaud d'avoir de la sympathie pour elle quand elle refait irruption dans la vie de Gongshan et espère reprendre leur relation, puis geint que leur rapport n'est plus comme avant, j'ai envie de te dire « Meuf, tu t'attendais à quoi ?» Gongshan lui dit qu'il n'a pas le sentiment d'avoir vécu une rupture mais un abandon, et franchement ça se comprend. C'est une accumulation de choses, et à vrai dire je ne pense pas que Gongshan soit entièrement correct avec elle, dans le sens où il aurait dû rompre plus vite avec elle, mais Seihyun est un tel monstre d'égoïsme que c'est vraiment dur de ne pas la prendre méchamment en grippe. On parle quand même d'un personnage qui, quand elle comprend qu'elle a perdu la partie entre guillemets, nous sort « Je dois m'assurer qu'ils ne pourront jamais être heureux ensemble avant de partir, meuf, comment tu fais pour te regarder dans la glace ?» Ok, peut-être que si j'avais le visage de Park Ji-yeon, je passerais aussi beaucoup de temps à me regarder dans la glace indépendamment de ma beauté intérieure. Seihyun est insupportable, pas parce qu'elle est jouée de façon peu inspirée, pas parce que le personnage sonne très creux, mais à cause d'un combo de ces deux choses, et du fait que 1. Elle tourne en rond, et 2. Elle est un être humain exécrable du début à presque la toute fin de la série. Elle s'améliore genre 2 secondes avant la fin, et ça n'a strictement rien de satisfaisant. Mais surtout ce 2. Parce que j'argumenterais que Jung-woo, donc le personnage de Lee Jung-ki, est presque tout le reste également. On pourrait avancer qu'il tourne un chouïa moins en rond parce qu'il oscille un peu plus entre différentes dispositions, mais ces scènes se répètent pas mal, genre prenez un verre à chaque fois qu'il se morfond au bar, au volant de sa voiture ou sur le terrain de squash. Le personnage sonne également plutôt creux, et même si j'adore Lee Jung-ki et qu'il s'en sort un peu mieux que Park Ji-yeon, aussi parce qu'on lui file plus de choses à faire, c'est pas non plus dans ce drama qu'on va lui filer un prix pour son jeu d'acteur. Mais au moins, Jung-woo est un être humain décent 70% du temps et un bon ami et soutien pour Gongshan et Yulin quand il est dans ses 70%. Si bien que j'aimais bien leur scène et je n'étais pas heureuse de voir Jung-woo triste, il vient en aide à l'héroïne, lui offre du soutien moral et fait généralement le choix de la décence, si bien que le personnage est moins irritant. À vrai dire, j'aimais même beaucoup ces scènes avec Yulin au début, ils ont l'air de s'amuser et en tant qu'amis, je les appréciais énormément. Mais oui, bon, il reste les 30% parce qu'il y a des moments où Jung-woo se fait autant de films que Seihyun finalement, et je ne sais pas ce qu'il attendait de Yulin alors qu'elle n'était clairement pas intéressée. Mon moment favori, entre guillemets, qui se trouve dans le même épisode que le « Je dois m'assurer qu'ils ne pourront jamais être heureux ensemble avant de partir » de Seihyun, donc un épisode glorieux pour nos personnages secondaires. Donc mon moment favori, entre guillemets, où Jung-woo craint un peu, c'est le moment où il sort je traînerai Yulin avec moi aux USA même si elle refuse, mec, qu'est-ce que tu fous ? Niveau substance, le type n'a sinon pas grand chose à offrir finalement, et je trouve qu'il est écrit de façon un peu décevante parce que lorsqu'on le rencontre, on ne sait finalement qu'une seule chose, c'est un playboy complètement irresponsable. Et cet aspect playboy disparaît trop rapidement pour moi. Il s'éprend de Yulin de façon très précipitée et à partir de là, il n'a qu'elle à l'esprit. Je ne dis pas que les gens ne peuvent pas changer, mais en l'occurrence, j'ai trouvé que le changement manquait de développement et ne faisait que renforcer le sentiment de superficialité. Nos deux personnages secondaires sont à mes yeux aussi peu approfondis l'un que l'autre, c'est juste que l'un a plus de moments sympathiques que l'autre, qui n'en a quasiment aucun, et semble avoir été quasiment écrit pour être détesté, et honnêtement, je pense que c'est le cas. Je ne sais pas si c'était conscient de la part des sœurs Hong, mais à l'époque où les quatuors amoureux avaient beaucoup cours, les personnages féminins secondaires étaient souvent ceux qui tiraient la courte paille. Une explication facile à cela étant que ces romances étaient écrites avec en tête un public majoritairement féminin. La spectatrice était supposée se visualiser à la place de l'héroïne, et à partir de là, on peut facilement s'imaginer qu'il était de bon ton de lui offrir 2 hommes attirants se battant pour son affection, et une rivale facile à détester qui ne serait qu'un obstacle à surmonter et pour lequel il n'était pas nécessaire de ressentir la moindre empathie. Seihyun est un des meilleurs exemples qu'on puisse trouver de ce genre de rival, et c'est à mes yeux une des choses qui date particulièrement la série, parce qu'on a fait du chemin depuis, et heureusement. 5e partie, le quatuor central, l'OTP, c'est-à-dire Gongshan et Yulin. Bien, les choses sérieuses. Parce que les 2 éléments que je redoutais le plus, finalement, c'était Gongshan et Yulin. Yulin parce que j'avais peur que le jeu comiquement exagéré de Ida Hee ne me parle plus autant qu'avant, et Gongshan parce que je craignais que le souvenir flou mais sympathique que j'en avais s'en prenne un coup. Au final, j'ai été surprise par la décence de Gongshan. Certes, il a ces moments qui font moins rêver, comme lorsqu'il part du principe que Yulin ne doit pas savoir jouer au billard, ou qu'il entend contrôler sa consommation d'alcool, ou commente une fois sur la façon dont elle est habillée, mais il obtient rarement ce qu'il veut, Yulin ne se laisse pas critiquer sans l'ouvrir, et Gongshan se fait ridiculiser au billard. Du coup, ça fait moins grincer des dents, je trouve, parce qu'il est tout seul dans ses commentaires, donc la plupart du temps, le drama le fait sembler lui et fait sembler ses commentaires un peu ridicules.
Par ailleurs, à côté de cela, pardon, mais le type est largement plus patient et magnanime que le seraient beaucoup de personnes, dont moi-même. Imaginez, une personne essaie de vous arnaquer en se faisant passer pour blessé. Vous le réalisez et non seulement vous ne la faites pas arrêter, mais vous lui filez un boulot. Puis, elle vole votre propriété et squatte votre maison derrière votre dos, et non seulement vous n'appelez toujours pas les flics, mais parce qu'elle est blessée, pour de vrai, cette fois, vous l'emmenez à un endroit où elle pourra se faire soigner. Même Yulin trouve ça chelou. Et lorsqu'ils font semblant d'être cousins, encore une fois, je trouve qu'il fait preuve de beaucoup de décence avec elle, et prend souvent le temps de réfléchir aux choses de sa perspective à elle. Par exemple, lorsque Yulin commence à saisir ses sentiments, elle se met à éviter Gongshan autant que possible, pas parce qu'il a fait quoi que ce soit de mal, mais parce que le cœur de Yulin fait des siennes. Mais dans la rue, Gongshan voit un homme être super insistant avec une jeune femme, repense à la façon, pas insistante du tout, dont il a proposé à Yulin de la ramener à la maison, et il commence à flipper à l'idée qu'il ait pu avoir la même attitude, du coup il en discute avec elle, elle lui dit qu'elle aimerait qu'ils aient une relation plus pro et plus distante, mais pas pour les raisons qu'il pense, et il accepte et fait véritablement des efforts pour qu'elle soit plus à l'aise. Lorsqu'il a à un moment donné une information qui lui permettrait de faire pression sur Yulin pour qu'elle fasse un choix qu'il voudrait qu'elle fasse, il décide à la place de garder cette information pour lui, avec pour but explicite de ne pas mettre de pression sur Yulin, afin qu'elle fasse le choix qu'elle veut sans ressentir d'obligation ou de culpabilité. Alors on pourrait argumenter que la décision n'était pas la bonne, je fais des va-et-vient sur la question, mais les intentions, elles, étaient louables. Il est possible que je sois aveuglée par ma nostalgie et mon amour de Lee Dong-wook, mais j'aime juste bien ce type. Il remercie Yulin quand elle l'aide, il s'excuse quand il a fait une connerie, et il fait généralement de son mieux. Et je me souvenais de lui comme l'habituel chaebol d'extérieur un peu froid, mais je ne le trouve pas froid finalement. Un peu guindé, peut-être pas hyper expressif, mais il ne me donne pas une sensation de froideur, personnellement. Après, pour le coup, c'est effectivement possible que ce soit mes sentiments pour Lee Dong-wook à l'écran qui jouent. Cela dit, je maintiens ce que je disais à l'époque, Lee Dong-wook ne brille pas lors des scènes de grandes émotions. Lorsqu'il doit paniquer ou se mettre réellement en colère ou faire preuve de véritable désespoir, je le trouve assez peu convaincant. Notez, je l'ai regardé après cela dans Tale of the Nine-Tailed et je trouve qu'il a fait beaucoup de chemin. Dans My Girl, il est meilleur dans les moments moins exubérants, et en tant que straight man ou contraste face au jeu plus exagéré de Ida Hee. Ils forment un duo divertissant et je suis curieuse à présent de voir ce qu'ils donnent dans Hotel King où leur dynamique a l'air complètement différente. Mais en tout cas dans My Girl, donc, ils forment un duo divertissant et j'aimais aussi l'association des personnages, ainsi que l'évolution de Gongshan qui, peu à peu, n'est plus agacé par les mensonges taquins de Yulin, mais s'en amuse et même les affectionne. Du coup, je pouvais shipper tranquille, ça a pas été du shipping violent parce que le drama ne l'encourage pas à ce point, mais j'étais juste contente de les regarder. Il y a néanmoins pas à tortiller, Ida Hee reste la MVP de ce drama et Yulin en est l'énergie. Quand Yulin perd son peps, la série perd le sien avec elle, et oui, il y a des personnages secondaires qui continuent d'être amusants, mais lorsque dans la seconde partie tout ralentit, c'est parce que Yulin est déprimée. Sehyun et Jongwoo sont plus ou moins égaux à eux-mêmes, et Gongshan est un peu plus torturé, mais bon, niveau énergie, il n'y a pas un gros contraste. Yulin, elle, était un personnage très animé, et lorsqu'on perd cette animation, c'est là que la série souffre. Yulin est un personnage que j'ai trouvé à nouveau immédiatement sympathique. Elle est éhontée et grande gueule, elle aime ouvertement l'argent parce qu'elle en a manqué toute sa vie. Elle ment chaque fois que c'est nécessaire et parfois aussi pour jouer un mauvais tour, mais elle bosse très dur, elle a bon cœur, elle a une conscience, elle a de la ressource, de bons réflexes, elle s'adapte vite. C'est le genre de personne qu'on pourrait balancer n'importe où et elle trouverait un moyen de survivre. Je l'ai à nouveau vraiment bien aimée et j'étais sincèrement touchée de la voir s'attacher à la famille de Gongshan et prendre plaisir, même si ça vient avec d'autres sentiments plus compliqués, prendre plaisir à avoir un foyer stable, une autre chose qu'elle n'avait jamais eue. Yulin est le personnage le plus complet de cette série. On a beau passer une grosse partie du temps dans la famille et la maison de Gongshan, c'est Yulin qui a les interactions les plus intéressantes et fréquentes avec les membres de la maison, et le drama en fait, je trouve, un portrait plus précis. On apprend à la connaître et la cerner via ses dialogues avec les autres, via ce qu'elle nous révèle de son passé, via les tours qu'elle joue, etc. Avec bien sûr le jeu de Ida Hee qui aide parce qu'elle donne de la personnalité en plus à Yulin. Elle a une attitude précise, elle la rend mémorable, clairement le titre du drama est justifié, c'est son drama. Néanmoins, je dois admettre que le jeu de Ida Hee ne m'a pas toujours convenu. Je ne pense pas qu'elle soit mauvaise, j'espère l'avoir suffisamment établie, mais son exagération n'était pas toujours à mon goût, et lorsqu'elle devait minauder un peu ou se comporter de façon innocente et mignonne, ça finissait par sonner trop faux, trop affecté pour moi, alors que Yulin n'était pas censée jouer la comédie dans ces moments-là, et je trouvais ça un peu agaçant. Mais la plupart du temps, elle rend le personnage attachant et très vivant, et je maintiens qu'elle était l'actrice à retenir de cette série, qui a d'ailleurs marqué sa carrière comme celle de tous les autres. Ida Hee et Lee Dong-wook avaient déjà joué dans plusieurs dramas avant cela, donc My Girl ne les a pas créés,
Mais la série a donné un boost à leur carrière et a également été un moment de reconnaissance pour Ida Hay, qui jusque-là était surtout connue pour des rôles dramatiques et a démontré avec My Girl qu'elle assurait en comédie aussi. Malheureusement, cela dit, elle a rarement eu droit à des rôles comiques après cela, et sa carrière, parasitée aussi par divers scandales et une antipathie du public, a également bien moins décollé que celle de ses co-acteurs, que ce soit Lee Dong-wook, qui doit aussi énormément à Goblin, cela dit, ou Lee Jung-ki. Lee Jung-ki qui lui, à l'instar de Park Ji-yeon, a effectivement quasi commencé sa carrière à l'écran avec My Girl. Il avait déjà eu 4 mini-rôles à la télé et au cinéma avant cela, mais My Girl l'a réellement propulsé en tant qu'acteur, et on en est tous très reconnaissants, et on dit merci à l'univers et My Girl de nous avoir offert Lee Jung-ki, merci beaucoup. En conclusion. En général, récemment, j'essaie de discuter des thèmes d'une série plus que ça, mais là, et finalement ça aussi c'est rétro, je me suis retrouvée à ne pas en causer du tout, et lorsque je m'en suis rendu compte et que me suis dit qu'il faudrait que je corrige ça, je n'ai pas réellement trouvé dans la série de thèmes sur lesquels j'ai envie de vous balancer d'interminables paragraphes. Vous pouvez insérer un soupir de soulagement ici. Je n'ai pas envie d'en conclure que le drama est creux, et je suis certaine que des autrices et analystes plus talentueuses que moi sauraient décortiquer la série mieux que cela. Mais mes sentiments à l'égard de cette série, et je rappelle qu'on ne parle en effet que de mes sentiments, se résument à « Oui, c'est fun !» Ah, c'est moins fun. « Yay, Jae-hee !» Ça va pas très loin, mais bon, que voulez-vous, l'important c'est que j'ai pris 9 pages pour vous dire tout ça, ou quel que soit le temps beaucoup trop long de cette vidéo. Ok, non, l'important c'est qu'il y avait plus de yay que de pas yay, plus que je m'y étais attendue même. J'ai passé un bon moment, j'ai été contente de retrouver l'ambiance et la musique de la série, et bien entendu de revoir ses acteurs 16 ans en arrière. Yay! Sur ce les gens, c'est tout pour cette vidéo, qui encore une fois n'était quasiment que de l'audio, donc une lecture, j'espère que ça vous a intéressé. Et je vous souhaite une bonne matinée, une bonne journée, une bonne soirée, une bonne tout ce que vous voulez, et je vous dis à bientôt j'espère.